Tout le monde peut avoir des idées délirantes, y compris les pays. Mais rester 25 ans avec une idée fausse qui vous met dans une situation catastrophique avec un appauvrissement majeur du pays, c'est ça le problème. Pas d'industrie, ça veut dire pas d'exportation et ça veut dire pas de recherche et développement. Donc l'idée sur laquelle la France s'est bâtie de 1995 à 2020, selon laquelle on entrait dans un monde post-industriel, post-travail, la fermeture des usines était géniale, on arrêtait l'exploitation des travailleurs et les mauvaises conditions de vie, et on passait dans un monde d'idées qui allait nous enrichir. C'était archi faux. Christian Saint-Étienne, bonjour. Bonjour. Merci d'assister, enfin en tout cas de nous donner l'opportunité de faire un nouveau podcast Force française de l'industrie. Avec plaisir. Donc je suis ravi de vous recevoir, déjà parce que c'est pas la première fois, puisque vous nous avez fait l'amitié de venir assister il n'y a pas très longtemps une session du club FFI Paris, où votre discours a été particulièrement apprécié par nos membres, notamment autour de cet ouvrage qui sera probablement un peu le fil rouge de notre conversation. Donc un ouvrage qui s'appelle « Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe », donc chez Odile Jacob, et où vous me disiez hors micro que ce titre a été choisi par l'éditeur, mais au fond, c'est une critique construite et constructive on va dire, de l'Europe, ses forces et ses dysfonctionnements, et de notre rapport, nous, France et Français, avec ce machin, comme disait De Gaulle. Donc je pense que c'est assez intéressant d'avoir votre point de vue. Peut-être vous pouvez commencer, avant de nous raconter ce qu'il y a là-dedans, par vous présenter. Alors on a le temps, vous prenez le temps que vous voulez. Commencez par le début et terminez par la fin, ou faites comme vous voulez. Moi, je suis universitaire, donc j'ai été haut fonctionnaire au Fonds monétaire international pour commencer ma carrière, donc à Washington, aux États-Unis. Donc j'ai été, après 2 ans, puisque je suis rentré dans un programme de formation après mon doctorat d'État, et j'avais fait 2 masters en économie, un à la London School of Economics et l'autre à Carnegie Mellon aux États-Unis. Et après mon doctorat d'État, donc j'avais candidaté pour entrer au FMI. Il y avait un programme de formation de 2 ans où ils sélectionnaient 10 économistes par an. Il y avait 600 docteurs du monde entier qui étaient candidats, donc j'avais été pris. Et après 2 ans de formation, j'ai été titularisé pour être haut fonctionnaire international au FMI à vie. Mais en fait, je suis parti 1 an après. Je suis allé à l'OCDE à Paris. Donc vous avez démissionné de... J'ai démissionné du FMI, je suis venu à l'OCDE à Paris. Le FMI, d'ailleurs, 3 mois après, m'a fait une offre pour éventuellement retourner. Mais donc, je suis resté à Paris parce qu'en fait, je voulais rentrer en France. J'avais passé 6 ans aux États-Unis. J'étais parti pour 1 an et j'avais passé 6 ans. Je voulais revenir. J'ai vraisemblablement eu tort. J'aurais dû rester aux États-Unis parce que j'ai redécouvert... j'ai découvert la France en venant. En fait, je ne connaissais pas la France. Je suis d'une famille très modeste. Mes parents étaient instituteurs de l'école publique. Mes grands-parents étaient ouvriers et paysans. Donc j'avais une image à la Charles Péguy de la France, la résistance. Je pensais que c'était une république laïque, ouverte. Et je suis revenu et j'ai vu que c'était un pays très fermé, que les carnets d'adresses jouaient beaucoup, que si on voulait réussir, il fallait trouver les bons personnes qui vous ouvrent les portes. Donc j'ai mis plusieurs années à me réhabituer parce qu'aux États-Unis, c'était pas du tout ça. Aux États-Unis, on cherchait pas à savoir qui vous étiez. On regardait un peu votre passé pour savoir si vous étiez pas sorti de prison, mais sinon, on regardait ce que vous saviez faire. Et si vous saviez faire, vous montiez très vite. Les gens se fichaient de savoir si vous étiez d'une grande famille, si vous aviez du patrimoine ou des choses comme ça. Et en France, c'était pas ça. Et donc, j'ai mis du temps à me réhabituer. Ceci étant, donc j'ai passé 3 ans à l'OCDE. Après, j'ai été dans la banque. Après, j'ai créé mon cabinet de conseil. Et en même temps, quand je suis revenu à l'OCDE,
tout de suite, quelqu'un m'a dit, vous devriez enseigner à Sciences Po. Et donc j'ai dit, oh, je ne suis pas pressé, mais si, je suis revenu en avril et on m'a dit, mais il faut commencer en septembre. Donc j'ai été maître de conf le soir à Sciences Po pendant 7 ans. Et ensuite, on m'a demandé de créer un cours à Paris-Dauphine dans le Master 203, qui a été longtemps le meilleur master de finance de France. Et beaucoup de gens qu'on formait, qui sortaient de grandes écoles d'ingénieurs, partaient aux États-Unis, mais certains restaient aussi. Et donc, je faisais ça à côté de mon cabinet. Donc, j'étais à Paris-Dauphine, professeur associé. Et puis, j'ai eu la possibilité comme j'avais tous les titres, de devenir professeur titulaire. Donc, je suis devenu professeur titulaire et j'ai été élu à la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, j'ai enseigné longuement là, mais tout en continuant mon cabinet, que je continue. Donc, dans mon cabinet, j'ai fait beaucoup d'études industrielles et beaucoup de conférences. Et je fais de plus en plus de conférences parce que le livre que vous mentionnez termine une séquence. J'ai fait plus d'une trentaine de livres, mais là, j'ai fait 4 livres depuis 2018 sur le conflit sino-américain pour la domination mondiale. Quand j'ai sorti le premier livre en 2018 sur ce conflit, les gens ont dit quoi? Les États-Unis, la Chine, vous parlez de quoi? Et puis maintenant, bon, c'est une tarte à la crème, mais je pense que j'ai été un des premiers à voir que c'était ce conflit qui structurait le monde. Donc je suis à la fois économiste, passionné de géostratégie et de questions financières et monétaires internationales. Et je défends depuis... Alors, j'ai été membre de 2004 à 2012 du conseil d'analyse placé auprès du Premier ministre. Et déjà là, j'ai commencé à défendre l'industrie, parce que c'est à partir de 2006 que la France est tombée dans des déficits extérieurs. Et j'ai expliqué au Premier ministre de l'époque, nous sommes en déficit parce que nous ne produisons pas assez, et notamment l'industrie s'est affaiblie. Elle a été affaiblie très largement par les 35 heures, donc qui sont obligatoires à partir de 2000, et pour les grandes entreprises, 2002 pour les PME, ETI. Et donc, je dis au Premier ministre, il faut une politique pro-industrielle. Mais en fait, depuis 2006-2008, il n'y a jamais eu de vraie politique industrielle. L'idée qu'il faille une politique industrielle devient plus prégnante dans le discours public à partir de 2012. Et puis... 2012, c'est qui? C'est le rapport de... C'est Louis Gallois de Gallois, commandité par Hollande. Mais Hollande, en même temps qu'il commande ce rapport, il casse un peu plus l'économie française par une hausse très importante des impôts en 2012-2013. Et donc l'économie française est exsangue depuis 2014-2015. Donc avec le rapport Gallois, on fait le CICE. Ça a juste limité les dégâts, mais ça n'a pas permis au pays de repartir. Alors si je remonte en arrière, il y a eu 3 grandes révolutions industrielles dans l'histoire humaine. À partir des années 1780, la révolution de la vapeur. À partir des années 1880, la révolution de l'électricité et du moteur à explosion. Et à partir des années 1980, la révolution de l'informatique. Bon. Alors, il y a une vingtaine de personnes au monde qui travaillent sur ces questions. Notamment, on n'a toujours pas d'explication sur cette régularité. Pourquoi tous les siècles? Pourquoi les années 80 de chacun des siècles? Ce qu'on sait grâce à des travaux menés à l'OCDE au début des années 2000, où un économiste avec une équipe de plusieurs dizaines d'économistes et d'historiens a reconstitué le PIB de la planète depuis l'an 0. Il a fait 0-2000, donc 2000 ans. Et ce que ces travaux montrent, c'est que de 0 à 1780, le niveau de vie de la planète a stagné. Donc il y avait là, à l'époque, pendant 1800 ans, des très riches, comme aujourd'hui, le top 1 pour 1000, les seigneurs, les grands marchands.
Vous aviez 99% de la population qui était à peine au-dessus du niveau de survie. Hein. On ne parle pas du niveau de pauvreté comme on le décrit aujourd'hui, qui est 60% du revenu moyen. Là, on parle de gens qui n'arrivaient pas à manger. On oublie qu'il y a eu 2 millions de morts de faillite à la fin du règne de Louis XIV. On ne parle pas du Moyen-Âge. Famine liée à un effondrement de la production agricole. 80% de la population vivait de l'agriculture et donc mauvaise récolte signifiait mort, tout simplement. Ce travail aussi rappelle que l'espérance de vie jusqu'en 1850, pour l'essentiel de l'humanité, a été de 25 ans. Hein. Donc l'essentiel de la vie de l'humanité s'est fait avec un niveau de vie de survie et avec une espérance de vie de 25 ans. Sur ce point, d'ailleurs, cette espérance de vie de 25 ans s'expliquait par le fait qu'il y avait une mortalité infantile de 50%. Donc, en réalité, si on atteignait l'âge de 7 ans, on avait une chance d'atteindre l'âge de 40 ans. Mais il y avait que la moitié de la population qui arrivait à l'âge de 7 ans. Donc, d'ailleurs, c'est très intéressant de savoir ça, parce que ça veut dire que pendant l'essentiel de l'histoire humaine, avant 1850, même on le sait peu, mais jusqu'en 1900, l'espérance de vie en France, qui était un des pays les plus développés, c'était 45 ans. Hein. Donc, en réalité, depuis 1900, on a gagné une 3e génération vivante et on est en train d'avoir une demi-4e génération vivante. L'histoire de l'humanité n'a jamais connu ça. L'histoire de l'humanité s'est faite avec 2 générations de 20 ans. Et aujourd'hui, on a 3 générations et demie de 25 ans. À condition de faire des enfants. Et ça fonctionnera si effectivement on fait des enfants. Donc, c'est très important de savoir ça parce que le mot industrie a été un gros mot pendant longtemps en France depuis une 50aine d'années. On associait à l'industrie uniquement le chômage, les conditions de travail. On confondait d'ailleurs les conditions de travail post-1960 avec celles décrites par Zola. Donc, on avait oublié toutes les lois sociales intervenues entre 1850 et 1960. Donc, on avait une vision misérabiliste de l'industrie, mais néanmoins, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire le renouveau complet de la France entre 1945 et 1974, c'est fait par l'industrie. Hein. Il ne faut pas avoir des yeux sur lesquels il y a des buvards. En 1945, la France est un pays agricole et vaincu. Le général de Gaulle, par la magie de sa personne, nous fait apparaître parmi les vainqueurs, mais on est vaincu. On a été écrasé en 1940. Alors que, il faut le rappeler, en juillet 1939, on fait défiler 100 000 hommes sur les Champs-Élysées et tout le monde, y compris les attachés militaires allemands, disent c'est la première armée du monde et on s'effondre dans 3 semaines. Dans les années 90, alors que la 3e révolution industrielle de l'informatique a démarré, les élites françaises, notamment à partir de 1993, se convainquent que nous sommes entrés dans un monde post-industriel, post-travail. Et dans cette période-là, l'image négative de l'industrie s'amplifie. Et vraiment, donc, non seulement on va vers un monde post-industriel, mais il faut y aller le plus vite possible. Et donc, à partir du milieu des années 90, quasiment jusqu'en 2015, quand les usines ferment, on se félicite quasiment. Et d'où ça vient, ça, cette image négative de l'industrie? Alors, il y a pas mal de gens qui travaillent sur cette question parce que c'est une question qui montre la nullité absolue des élites françaises. Il faut dire les choses directement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un modèle que j'ai développé, que j'ai testé avec beaucoup de monde, mais voilà, je vous donne ce modèle. On parle toujours des élites, mais on ne comprend pas de quoi on parle. En fait, vous prenez la France, vous avez deux élites. Vous avez l'élite vraiment dirigeante, c'est 2000 personnes. Et vous avez les élites techniques et professionnelles qui font 2 millions de personnes. Ce modèle est le même en Allemagne. Vous avez aussi 2000 personnes qui font la politique de l'Allemagne. Le pays est un peu plus gros, vous avez 2,5 millions d'élites techniques.
Alors, les élites techniques, c'est les industriels, les ingénieurs, les savants, les chercheurs, on peut mettre les médecins, les professeurs qualifiés, les financiers, voilà. Si on donne une acception un peu plus large, on peut dire 5 millions de gens ultra qualifiés qui font l'essentiel de l'économie. Et les 2000, en France, ce sont des gens qui, pendant longtemps, ont été issus de ces élites techniques. Et il se trouve que les 2000 personnes françaises, pour l'essentiel, aujourd'hui, enfin depuis 30 ans, ne sont plus issues des élites techniques. Avec la constitution de l'ENA, l'ENA est devenue une source principale d'alimentation de ces élites dirigeantes, notamment à partir des années 80 et puis avec une accentuation très forte dans les années 90. Et au moment où l'ENA intègre les 2000 personnes qui nous dirigent, ça va conduire à mettre de côté les ingénieurs. Donc les ingénieurs qui ont joué un rôle important pendant les 3 décennies des 30 glorieuses de reconstruction de la France, les ingénieurs existent toujours dans les élites dirigeantes, mais ils sont très peu nombreux, ils sont dans des postes techniques. Ils ne sont pas à l'intérieur des 2000, ils ne sont pas dans les 200 dirigeants qui prennent les décisions. Et par ailleurs, donc élimination des 2000, des ingénieurs à l'intérieur des 2000, et également arrivée dans ces 2000 de journalistes très idéologisés, d'une part, et de sociologues qui sont connus et qui travaillent avec les gouvernements, et puis des parlementaires qui, comme on le sait, moins de 10% des députés à l'Assemblée nationale ont une vraie expérience de création de richesse. Les fonctionnaires en France, et on a besoin d'excellents fonctionnaires, c'est pas le sujet, mais les fonctionnaires en France, c'est 20% de la population active. Au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, c'est 40%. C'est le double du nombre de fonctionnaires dans le pays. Et les ingénieurs et les entrepreneurs sont moins de 100 sur les 577 députés, mais les vrais entrepreneurs sont une trentaine. Donc il y a une sous-représentation massive de ceux qui produisent les richesses et une surreprésentation massive des fonctionnaires. Donc ça, c'est le modèle français, c'est-à-dire que les 2000 qui dirigent la France, pour l'essentiel, sont déconnectés des élites techniques, scientifiques, managériales, industrielles, entrepreneuriales. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Donc. Voilà. Et en Allemagne, les 2000 sont issus à 80% des élites scientifiques, techniques et industrielles. Il faudrait qu'on leur vende l'ENA et c'est réglé. Voilà. Et donc, ça, l'ENA a été un des deux mouvements majeurs qui ont conduit à sortir les ingénieurs et, de manière plus générale, les élites techniques des élites dirigeantes. Mais il y a un deuxième élément que vous allez trouver fascinant, y compris notre ami technicien, qui est jeune, pour ceux qui ne le voient pas à l'antenne. Mais on s'est rendu compte, alors ça, tout le monde le sait, en 1945, dans les élites politiques, entrent énormément de gens issus de la résistance, de gauche et de droite. Des gens qui pensaient que la France, c'était important. Et des gens qui avaient mis les tripes sur la table, c'est-à-dire qu'ils étaient allés au combat. Mais attention, ce n'étaient pas forcément des intellectuels. Vous aviez des bouchers, des boulangers, vous aviez des préfets, vous aviez des instituteurs, vous aviez des commerçants. Et donc, un nombre considérable d'entre eux entrent au Parlement en 1945. Ils ont, à ce moment-là, autour de 30 ou 40 ans. Donc, ils entrent au Parlement. Ils sont de gauche ou de droite, ok. Mais ils sont allés au turf. Ils se sont battus. Et ils viennent de partout, en plus. Il y a des agriculteurs, il y a de tout. Ils viennent de tous les horizons de la société. Donc ils sont de gauche ou de droite, ils sont communistes, ils sont gaullistes, mais quand ils se retrouvent à la buvette, ils parlent de quoi? De ce qu'ils ont fait ensemble pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils étaient résistants. Et ces gens-là, comme ils ont mis leur tripes pour se battre pour la France, ils n'accepteraient pas qu'on fasse quelque chose de mauvais pour la France. Ces gens-là n'auraient jamais accepté le spectacle qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale sur le budget.
ce qui est un spectacle insultant pour notre pays. Pendant 3 mois, des gens qui ne se mettent pas d'accord sur le budget du pays, ce qui est absolument monstrueux. C'est-à-dire des gens pour lesquels l'idéologie passe avant le budget du pays. Bon, donc ça n'est jamais arrivé pendant 45 ans jusqu'en 1990-95. Mais dans les années 90, ces gens-là meurent progressivement, se retirent, ils sont âgés, ils disparaissent des élites politiques. Et donc, pour des raisons différentes, vous avez 2 mouvements qui coïncident dans les années 90. La montée en puissance de l'ENA qui sort les ingénieurs des élites dirigeantes. Et à ce moment-là, il y a un mouvement complémentaire qui est assez fascinant et qui est qu'en partant, beaucoup de ces gens-là laissent leur circo. C'est quoi leur circo? Leur circonscription de députés ou leur circonscription de sénateurs à leurs attachés parlementaires. Et leurs attachés parlementaires qu'ils ont recrutés en arrivant à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Eux, ils n'ont pas fait la guerre. Dont beaucoup étaient très jeunes, avaient 25-30 ans, sortaient des écoles comme Sciences Po et autres. Et progressivement, quand les autres s'en vont, prennent leur siège. Et c'est des gens qui dépendent beaucoup des investitures des partis politiques. Alors qu'avant, on avait des personnalités locales puissantes. Hein, c'était plutôt eux qui faisaient l'honneur aux partis politiques de les rejoindre, de prendre leur étiquette. Après, on n'existe que si le parti vous donne l'investiture. Et donc, à partir des années 2000, on se retrouve avec des élites politiques qui sont coupées des réalités de la production, mais en même temps, avec la disparition des ingénieurs et des gens issus de la classe productive au cours des années 90, il y a une incompréhension sur le fait qu'on entre dans cette nouvelle révolution industrielle. Et dans les années 90, notamment à la suite d'un livre paru en 1993 qui s'appelle « La fin du travail », écrit par un économiste américain, l'idée qu'on est dans un monde de la fin du travail et de la fin de l'industrie va prendre comme un feu de forêt dans ces élites françaises qui sont en train de se déconnecter des réalités de la production. C'est Rifkin, hein, c'est ça? C'est le livre de Jeremy Rifkin. Ce livre de Jeremy Rifkin, qui sort aux États-Unis, il en vend 300 000 exemplaires aux États-Unis, 300 millions d'habitants. Et il en vend 3 millions d'exemplaires en France, dans sa version française. Pourquoi? Parce que tout le système éducatif, tout le système politique était prêt à entendre que c'était la fin du travail et la fin de l'industrie et qu'on est entré dans un monde post-industriel, post-travail. Et cette idée va totalement dominer la France pendant 20 ans, à partir de 97 jusqu'à très récemment, on pourrait presque dire, jusqu'au Covid. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de noter que avec cette idée de la fin du travail, c'est quand il y a la dissolution de 1997 par Chirac, les sondeurs prédisent une réélection de la droite. Et donc la gauche va à ces élections de 97 en disant j'ai aucune chance, mais cette gauche est très collée à ceux qui développent ces idées de fin du travail et de monde post-industriel. Et donc, la gauche, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est à la fois Strauss-Kahn et d'autres qui l'ont déclaré dans des interviews, ainsi de suite, ils n'ont pas de programme à ce moment-là, c'est une dissolution, ils sont pris par surprise, ils ne s'attendaient pas à une élection de ce type. Et à court d'idées, ils se retrouvent dans une brasserie française. Donc, vous avez Lionel Jospin, vous avez Strauss-Kahn, vous avez Martine Aubry, une ou deux autres personnes, ils sont autour d'une table, ils se disent, bon, on va à ces élections, on n'a pas de chance, mais il faut quand même dire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut avoir comme slogan? Et ils disent, bon, on va faire les 35 heures. Mais, si vous vous souvenez, au moment où ils sortent cette idée, les syndicats sont contre. Bah, tous les communistes sont contre, d'ailleurs. Et tous les communistes sont contre. À ce moment-là, on était passé de 40 heures à 39 heures au début de Mitterrand. Ça avait donné des résultats très mitigés. Donc, personne voulait passer aux 35 heures, surtout payer 39 heures. Bon.
Et à la surprise générale, ils gagnent cette élection et progressivement, ils vont mettre en œuvre cette idée de 35 heures payées 39 heures avec, pour éviter un effondrement des PME ETI, l'État qui compense partiellement les charges provoquées pour les entreprises par ce passage à 35 heures payées 39 heures. Ces charges qui progressivement sont devenues aujourd'hui 80 milliards d'euros, qui contribuent au déficit public. Alors c'est absolument incroyable puisque en créant ces 35 heures, on a à la fois cassé l'industrie parce qu'en dépit de ces aides, les industriels n'ont pas été suffisamment compétitifs pour résister, et en même temps, on a créé une charge insupportable pour les finances publiques. Et il a fallu le Covid pour se compte qu'à force de fermer des usines pendant les 20 années au début du XXIe siècle, on ne produit plus rien. Donc les soignants se retrouvent avec des sacs poubelles pour intervenir, pour soigner les malades. Donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que cette idée de fin de l'industrie, de la fin de la production pour entrer dans un monde post-industriel est une idée monstrueuse. Malheureusement, ce qui n'a toujours pas été compris, sauf par quelques spécialistes, c'est que non seulement la fin de l'industrie, c'est la fin de la production, mais c'est la fin des exportations. Puisqu'en réalité, ce sont des chiffres officiels que tout le monde peut calculer, l'industrie en moyenne dans les pays industriels, quand on prend à la fois les statistiques de l'OCDE, de la Commission européenne et de l'OMC, en moyenne, dans les pays développés, l'industrie, c'est 15% du PIB, mais l'industrie, dans tous les pays, assure plus des 3/4 des exportations mondiales. C'est-à-dire que dans les exportations mondiales de biens et services, les 3/4 sont des exportations de produits, de biens, donc. Alors, dans les années 90, associé, et je termine par là, associé à cette idée du monde post-industriel post-travail, on dit, mais on entre dans le monde des idées et c'est ça qui va créer la richesse. Et notamment, on dit, on va développer la recherche et développement et ça va nous donner des nouvelles productions qui vont assurer notre richesse. Donc ça veut dire, en gros, on garde les métiers de conception, les métiers de créativité. Et on envoie les usines en Asie. Et ça va assurer notre niveau de vie. Si ce n'est que quand on regarde les statistiques de la R&D dans les pays développés, l'industrie assure 80% de la R&D privée dans les pays de l'OCDE. Donc, pour faire simple, il faut résumer très clairement, pas d'industrie, ça veut dire pas d'exportation et ça veut dire pas de recherche et développement. Donc, l'idée sur laquelle la France s'est bâtie de 1995 à 2020, selon laquelle, pendant 25 ans, selon laquelle on entrait dans un monde post-industriel, post-travail, la fermeture des usines était géniale, on arrêtait l'exploitation des travailleurs et les mauvaises conditions de vie, et on passait dans un monde d'idées qui allait nous enrichir. C'était archi faux. Tout le monde peut avoir des idées délirantes, y compris les pays. Mais rester 25 ans avec une idée fausse qui vous met dans une situation catastrophique avec un appauvrissement majeur du pays, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de force de rappel au sein des élites. Et pourquoi il n'y a pas eu de force de rappel? C'est parce que les élites n'écoutent pas les élites productives. Voilà. Et donc c'est ce divorce des élites productives avec les élites dirigeantes qui a cassé la force de rappel, ramenant les élites dirigeantes au réel. Alors, la question centrale aujourd'hui, c'est comment reconstruire une industrie compétitive et comment modifier les élites dirigeantes si on veut sortir réellement du problème, parce que depuis 3 à 4 années, on parle de réindustrialisation, mais on en parle du bout des lèvres, de la part de gens qui ne savent pas ce qu'est l'industrie et de la part de gens qui fondamentalement n'aiment pas l'industrie. Donc on se retrouve dans une situation où le médecin n'aime pas le malade et pense pique-pendre des médicaments qu'il lui fait prendre. Donc la question, c'est comment transformer les élites dirigeantes pour qu'elles, d'abord,
faire cesser le divorce entre dirigeants et élite productive, élite professionnelle, élite technique. Ça, c'est absolument fondamental. Et deuxièmement, comment reconstruire une industrie compétitive alors que tout le monde veut que cette reconstruction se fasse dans le cadre d'une croissance verte. Je vous arrête une seconde pour revenir sur la troisième révolution industrielle. Parce que ce que vous dites là, c'est pour tout un tas de raisons quasi sociologiques, et en tout cas idéologiques. On a très important ce que vous dites, c'est effectivement ce qui s'est passé en France, l'effondrement français pendant de 1995 à 2020, l'effondrement français pendant 25 ans était socio-idéologique. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu de force de rappel pour revenir au réel avant que le pays se retrouve à genoux. Voilà, notamment parce que c'est Christophe Guilly, je crois, un géographe qui sort. Absolument, qui la France périphérique, il y a etc. une dizaine d'années, a commencé à identifier les conséquences d'appauvrissement de notre pays de sa désindustrialisation. Ouais, exactement. Et surtout, il explique très très bien le fait que les forces de rappel. Vous venez de préciser qu'il n'y en avait pas, notamment parce que en fait, tous les cadres dirigeants, comme il n'y a plus d'usines, ils ne sont plus dans les villes moyennes, etc. Ils sont revenus dans les métropoles. Et là, ils sont entre eux. Eux profitent de la mondialisation parce qu'ils ont les métiers, les compétences pour avoir les nouveaux métiers. Au lieu de partir à Clermont-Ferrand, ils partent à New York et machin. Donc ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les villes moyennes. Et là, comme ils se fréquentent plus, ils ne sont plus confrontés à la réalité de l'autre France, de cette France périphérique. Et du coup, ils ne se rendent pas compte de cette catastrophe. Si bien que c'est même pas qu'on peut leur reprocher de dire vous la voyez et vous ne faites rien, c'est que juste ils la voient plus. Ils la voient pas. Voilà. D'ailleurs, en complément de ce que vous dites, il y a eu un autre phénomène qui est intervenu, décision qu'on pensait être bonne, c'est que quand on a interdit, entre guillemets, le cumul des mandats, de telle sorte qu'on a mis fin aux députés-maires. Qui, lui, voyait les situations. Or, le député-maire voyait les situations, et aujourd'hui, on a les 3/4 des députés qui sont coupés du monde réel. Ouais. Ils sont en contact avec les électeurs une fois tous les 4 ou 5 ans, mais ils ne connaissent pas de l'intérieur le monde réel. Ouais. Et alors, ce que vous développez dans vos thèses, notamment ce livre, justement sur la nouvelle révolution industrielle, enfin celle qui n'est pas si nouvelle que ça, mais enfin qui a commencé, en tout cas la plus récente. Qui a 40 ans, en fait. Voilà. C'est que l'analyse que vous aviez donnée à l'instant, donc on va dire erreur d'appréciation socio-économico, on va dire, idéologique, quoi. C'est complètement l'inverse qui se passe, parce que finalement, on passait d'une analyse qui est de dire on est post-travail et post-industrie, et j'allais dire post-capitaliste. Alors qu'on est rentré dans une nouvelle révolution industrielle. Voilà, ça, est-ce que vous pouvez justement expliquer en quoi cette révolution, je reprends un peu vos termes, mais elle est hyper capitaliste et hyper industrielle, alors qu'on pensait qu'elle était le contraire. Donc, à partir des années 80, on entre dans le monde de l'informatique. Alors, de même que le mot industrie était devenu progressivement un gros mot, le mot informatique, c'est un mot qui envoie dormir. On se dit, voilà, c'est des gens qui tapent sur des logiciels et puis ça n'a aucun intérêt. En fait, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est totalement informatisé. C'est-à-dire que la production d'électricité est faite avec des systèmes informatiques. On ne peut plus faire fonctionner les systèmes de production d'électricité sans ordinateur. À contrario, les ordinateurs fonctionnent à l'électricité. Ça, c'est un point clé pour moi dans ma réflexion stratégique, c'est que comme on le voit en Ukraine aujourd'hui, toutes les prochaines guerres commencent par la destruction des centrales électriques. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un aparté de cette interview, mais je ne souhaite pas que la totalité de la production électrique soit faite avec des centrales électriques, parce que ce sont des cibles parfaites en cas de guerre. C'est le premier élément.
Donc je suis favorable notamment au développement de l'hydroélectrique et du photovoltaïque et également des mini-réacteurs nucléaires qui sont beaucoup plus faciles à cacher. Mais cette révolution de l'informatique va beaucoup plus loin puisque ce qu'on appelle banque et assurance sont en fait des ordinateurs. Si vous n'avez plus, si l'informatique s'arrête, il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de logistique. Donc s'il n'y a plus de banque, d'assurance et de logistique, il n'y a plus d'industrie. D'ailleurs, une grande partie de l'industrie est robotisée, informatisée. Donc, nous sommes dans un monde totalement informatisé qui a entraîné une réindustrialisation systémique du monde développé. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est que ce monde de la révolution industrielle, il est totalement ou en voie de robotisation majeure pour la production industrielle et en voie de numérisation totale pour la production industrielle, de telle sorte que si on conduit demain une réindustrialisation réelle de la France, il faut savoir que ça consiste en la construction d'usines qui seront numérisées, robotisées, informatisées. Donc la nouvelle révolution industrielle, elle doit être numérisée, robotisée, électrifiée. Mais elle a une particularité qui est très intéressante par rapport à ce qui a précédé. Le monde rural, qui a été la réalité de l'humanité pendant 5 ou 7 000 ans avant la première révolution industrielle, et sur lequel on a des connaissances depuis 3000 ans, ce monde rural était un monde, sans rentrer dans la technique, dit à rendement décroissant. Ça veut dire quoi ? Ce monde était totalement agricole. Donc les populations ont commencé à travailler les meilleures terres, et à mesure que la population augmentait, on travaillait des terres moins productives, donc on était à rendement décroissant. Alors, aujourd'hui, les techniciens et les savants qui réfléchissent à la révolution industrielle dans laquelle nous sommes considèrent que les deux premières révolutions, celle de la vapeur et celle de l'électricité moteur à explosion, entrent dans ce qu'on peut appeler la révolution de la machine, en gros, qui a lieu de 1780 à 1980, aux années 1980. Cette révolution de la machine, elle était dite à rendement constant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, si vous avez 2000 ouvriers avec un système industriel qui produit 100 000 voitures, vous faites une usine à côté avec 2000 ouvriers, le même système industriel, vous allez produire 100 000 voitures. Donc c'est les rendements constants. La particularité qui n'est absolument pas comprise par les élites françaises aujourd'hui, c'est que la nouvelle révolution industrielle est dite à rendement croissant. Pourquoi elle est à rendement croissant ? Parce que la révolution industrielle dans laquelle nous sommes est caractérisée par des coûts fixes très élevés et des coûts marginaux très faibles. Exemple, quand Microsoft produit une nouvelle version de son logiciel Windows, c'est 15 000 ingénieurs qui travaillent pendant 18 mois et ça coûte 10 milliards de dollars. Donc c'est le coût de chaque génération de Windows. Si vous voulez entrer en concurrence pour développer un logiciel de même ampleur, c'est quasi impossible. Les coûts fixes sont gigantesques. En revanche, une fois que le nouveau logiciel, la nouvelle version de Windows est prête, on appuie sur un bouton et 2 millions de micro-ordinateurs reçoivent la nouvelle version et le coût marginal est infinitésimal. C'est-à-dire le coût pour un des ordinateurs. Voilà, pour envoyer le nouveau logiciel, la nouvelle version du logiciel dans tous les micro-ordinateurs. Et donc, quand on est dans une situation de coûts fixes très élevés, de coûts marginaux très faibles, la théorie économique montre très facilement que ça conduit naturellement au monopole. Oui, donc là, on est sur des systèmes qui sont hyper capitalistiques. Voilà, donc c'est... Alors, non seulement ça conduit au monopole, puisqu'il faut des investissements colossaux pour développer les nouvelles versions de Windows, par exemple, ou pour développer de nouvelles versions de logiciels industriels, ainsi de suite. Mais il y a un autre élément qui est absolument majeur, c'est que quand on regarde cette nouvelle révolution industrielle, elle a la particularité que quand on attaque un nouveau secteur, c'est-à-dire qu'on informatise toutes sortes de secteurs, puis tout à coup
On imagine qu'on va aller faire de l'intelligence artificielle ou qu'on va développer de nouveaux médicaments par des logiciels informatiques. Ça exige des investissements au démarrage incroyablement puissants, puisqu'il faut créer une entreprise avec des capacités informatiques importantes, avec des ingénieurs en grand nombre qui vont développer les logiciels. Or, quand une nouvelle activité se développe, il y a plusieurs groupes de chefs d'entreprise sur plusieurs pays qui veulent développer cette activité. Mais à l'arrivée, il y en a un qui va gagner. Et si vous avez une dizaine qui se lancent dans cette activité et qu'il y en a un qui gagne, les 9 autres disparaissent. Et donc, une activité de ce type ne peut pas être financée par la banque. La première et deuxième révolution industrielle pouvaient être financées par la banque, puisque on connaissait les processus. Si on voulait construire une deuxième usine, on avait des exemples d'usines existantes. On savait à peu près où on était. Ça, c'est les banquiers, quand ils financent, ils ont besoin de cette historique-là. Absolument. Pourquoi? On oublie toujours que les banquiers, ils prêtent l'argent qu'ils ont reçu et qu'ils doivent rendre. Donc, ils ne peuvent pas prendre des risques disproportionnés. Donc, la particularité de la nouvelle révolution dans laquelle nous sommes, c'est que c'est une révolution qui se finance par fonds propres, apportés par le capital investissement. Donc, en conclusion, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure et que je défends depuis une dizaine d'années, la nouvelle révolution industrielle dans laquelle nous sommes, c'est une révolution hyper capitalistique, hyper industrielle, dans laquelle le développement industriel est extrêmement rapide, dans lequel l'industrie des microprocesseurs est absolument clé. Et quand on fait une usine qui produit des microprocesseurs ayant une finesse de préparation de ces microprocesseurs, on se retrouve avec des usines qui font à peu près 12 à 15 milliards de dollars pour construire une usine. Quand le grand fabricant de microprocesseurs de Taïwan, TSMC, fait une nouvelle usine, c'est 15 milliards de dollars. Donc on voit que les coûts fixes sont colossaux, absolument insensés. Or, pour terminer sur ce point, il se trouve que c'est très important pour moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Attention, les mots sont très importants. Donc si vous voulez réindustrialiser alors que le mot industrie continue d'avoir une connotation négative, si au lycée, les profs d'économie, quand ils enseignent l'économie, ils commencent... Ça a changé depuis 2 ou 3 ans seulement, mais pendant 30 ans, quand on parlait d'économie dans les lycées, on commençait par le chômage et les accidents du travail. Et donc, c'était comme ça qu'on a abordé le développement des industries. Au lieu de dire qu'en fait, le développement économique, il est fait par des entrepreneurs qui prennent des risques, qui peuvent faire faillite. Mais on ne parlait pas de faillite, on ne parlait pas de risque, on ne parlait pas d'investisseurs, on parlait uniquement du côté travailleur et uniquement en cas d'échec. Donc, dans ce contexte, on a une connotation négative de l'industrie, on a une connotation passéiste de l'informatique. Mais en France, en plus, le mot capital est un gros mot. Et ceux qui détiennent le capital sont à peu près tous des salauds. Donc, si vous entrez dans une révolution industrielle hyper capitaliste, vous voulez faire de l'industrie avec beaucoup de capital et tout ça est organisé par des salauds, ça ne va pas attirer les meilleurs, ça ne va pas pousser les jeunes à aller dans l'industrie. Donc, vous démarrez avec un handicap terrible. Donc c'est pour cela donc que qui est pour complètement moi, culturel en fait. Voilà. De toute façon, on a parlé de cette idéologie déconstructrice, dévastatrice qui a tué la France entre 1995 et 2020. On ne reconstruira qu'avec un nouveau paradigme dans lequel le mot industrie redevient positif parce que ce sont des salles blanches numérisées, informatisées, robotisées qui vont produire des productions adaptées au client final. Il faut expliquer ce qu'est l'informatique. Il faut expliquer que le capital, dans un monde à rendement croissant, c'est le nerf de la guerre et que donc il faut s'organiser pour ça. Mais la France étant la France, à partir du moment où je sais que ici les mots industrie, les mots informatique, le mot capital, ce sont des gros mots,
chef d'entreprise, on l'aime quand il échoue, mais s'il réussit trop bien, c'est aussi un salaud. Hein, tout ce qui est capitaliste, entrepreneur qui réussit trop bien, ce sont des salauds. Quand vous êtes dans un monde où toute l'économie dépend des entrepreneurs, des investisseurs et des capitalistes, j'ai développé une approche qui tient compte de ça. Non seulement comme De Gaulle, je suis assez gaulliste, je suis totalement favorable à la participation, à l'intéressement d'une part. Et par exemple, je suis allé, mais il y a même une dizaine d'années déjà, jusqu'à proposer des fonds de pension de gauche. Hein, puisque le mot fonds de pension est aussi un gros mot en France. Non mais on est bien armé hein, pour démarrer. Hein. Le mot industrie. Bonne équipe de vainqueurs là. Voilà, on a le mental d'un vainqueur et le formatage intellectuel du vainqueur. Et donc, dans ce contexte, puisqu'il faut du capital, seuls les fonds de pension donnent du capital de long terme, puisque les fonds de pension sont investis à 25-30 ans. Et surtout, on a, entre guillemets, l'avantage de notre inconvénient qui est de ne pas en avoir, parce que si on crée des fonds de pension qui permettraient de compléter les retraites par répartition à hauteur de 1/7 des pensions versées, les projections montrent qu'à l'horizon des 30 ou 40 prochaines années, compte tenu du vieillissement de la population, on va continuer de verser à peu près 14 points de PIB de pension de retraite. Et ce que je dis donc, c'est qu'il faudrait s'organiser pour que dans cette période, sur les 14 points, il y ait 12 points qui viennent de la répartition et seulement 2 points de la capitalisation. Mais pour avoir des paiements de retraite en capitalisation qui font 2 points de PIB, il faut d'abord préalablement avoir constitué les fonds de pension. Ça prend au moins 20 ans. Il faut d'ailleurs cotiser à peu près 1,5 point par an de PIB et grâce aux intérêts de capitalisation, ça va nous donner au bout de 20 ans à peu près 40 points de PIB de fonds de pension. Et avec un rendement de 5%, ça permet de verser 2 points de PIB de prestations. Et donc, on aurait toujours 12 points en répartition et 2 points en prestations de capitalisation. Et ce que j'ai proposé déjà il y a une dizaine d'années, c'est que les fonds de pension, entre guillemets, que j'appelle de gauche, qui verseraient les 2 points de prestations que j'évoquais d'ici 20 ans, que ces fonds de pension soient organisés de telle façon qu'il y ait un conseil de surveillance et un directoire, le directoire qui gérerait les fonds de pension par appel d'offres auprès des grandes compagnies d'assurance. Mais dans le conseil de surveillance du fonds de pension, je mettrais moitié syndicat, moitié entrepreneur, ou peut-être plus exactement 40% de syndicats, 40% d'entrepreneurs et 20% de représentants de l'État pour faire en sorte que tous les acteurs clés soient représentés. Et donc, on pourrait avoir une acclimatation de la population, y compris des syndicats, à l'idée qu'il faut du capital pour reconstruire notre système industriel. Et je termine sur ce point. Je disais qu'on aurait ainsi l'avantage de notre inconvénient qui est actuellement on n'a pas de fonds de pension. C'est que pendant la période de constitution des fonds de pension, c'est-à-dire pendant les 20 à 25 ans pendant lesquels on constitue le capital à partir duquel on va verser les pensions, l'essentiel du fonds est investi en actions et que donc ça permettrait d'investir les fonds qui sont économisés pour constituer la retraite par capitalisation, ça permettrait d'investir ces fonds en fonds propres des grosses PME et ETI pour les faire grossir. Alors, la plupart de nos auditeurs le savent, mais nous avons 30 000 grosses PME et seulement 6 000 ETI en France. Dans les ETI, mettons 6 000 ETI, on a 35% à 40% des ETI qui sont des ETI industriels.
Alors, ces ETI sont absolument clés. Pourquoi? Parce parce que ce sont elles qui font beaucoup de recherche et développement, et ce sont elles qui ont des usines en France, et ce sont elles qui exportent. Et si on regarde et qu'on compare avec l'Italie, l'Italie a à peu près le double d'ETI, ces entreprises familiales qui sont fortement développées dans le nord de l'Italie, et l'Allemagne, hein, selon les calculs et les statistiques des uns et des autres, ça varie entre 12 000 et 15 000. Donc, on a besoin de doubler notre nombre d'ETI. Et c'est la seule façon de refaire de la France un grand pays compétitif. Mais pour doubler le nombre d'ETI, on a besoin d'apporter des capitaux pour développer les nouvelles activités industrielles et de création de logiciels qui nous permettront de rebondir dans la nouvelle révolution industrielle et de rattraper le retard. En gros, on a 20 à 25 ans de retard par rapport à la nouvelle révolution industrielle. On a quand même des entrepreneurs exceptionnels qui, sur le terrain, ont réussi plus ou moins à s'adapter, mais à l'arrivée, on a 2 fois moins de grosses PME d'ETI que ce qu'il faudrait. Et plusieurs choses là-dessus. Peut-être sur les syndicats. Moi, j'ai été assez rassuré, parce qu'on discute, nous, aux Forces françaises de l'industrie, avec à peu près tout le monde. Et il y a pas mal de syndicats qui sont en train de lancer des actions concrètes, notamment sur l'épargne salariale, pour qu'elle puisse, on va dire, je sais qu'ils adorent le terme, donc je vais l'utiliser, ruisseler, enfin plus exactement, rentrer dans des fonds d'investissement dédiés à l'investissement dans l'économie réelle. Donc on a quand même, je trouve, en tout cas moi j'ai été plutôt positivement surpris en me disant que des syndicats étaient en train d'avoir une logique capitalistique finalement autour de ça, à condition que ça aille vraiment, enfin ça soit pas dans des trucs, ça fasse pas du bitcoin et puis de la spéculation. Donc ça c'est un premier point. C'est pour ça d'ailleurs que je disais, on pourrait imaginer que ces fonds de pension soient contrôlés en partie par des conseils de surveillance dans lesquels ils seraient, pour éviter leur fonction, la fonction des syndicats dans ces fonds de pension, ça serait de dire, ben voilà, nous voulons que le financement aille vers l'industrie, le commerce, l'exportation. Oui, il y a une vraie responsabilité, là, pour le coup, jouée par un certain nombre de syndicats. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. Non, la CGT et Sud ne sont pas dans ce raisonnement, mais FO, la CFDT, l'UNSA sont en train d'aller dans cette direction parce que vous évoquiez tout à l'heure Christophe Guilly, mais en fait c'est depuis les Gilets jaunes qu'on a fait des travaux et qu'on s'est rendu compte que les grandes masses de Gilets jaunes se sont retrouvées dans les territoires dans lesquels on a fermé les usines, dans les 25 ans de désindustrialisation que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, en fait, l'intérêt de la réindustrialisation, je l'ai peut-être pas suffisamment dit, c'est que les usines, on les met pas place de la Concorde ou sur la promenade des Anglais à Nice, on les met justement dans les territoires de villes moyennes, là où il y a beaucoup de chômage. Là où, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, les travailleurs peuvent pas aller travailler à New York ou à Hong Kong. Et donc la réindustrialisation, c'est aussi un réenrichissement de nos territoires. Ouais, bah, de toute façon, c'est tous les métiers à valeur ajoutée qui sont en région. Hein. Moi, je viens ma famille vient du Cantal, on le voit bien. C'est des villages qui, le mien faisait un peu plus de 2000 habitants. En 2500 je crois. Aujourd'hui, c'est 650 habitants, avec un taux de retraités qui était considérable. Tous les jeunes sont partis étudier puis travailler ailleurs. Exactement. Voilà. Donc là, en fait, vous réirriguez, exactement, d'un point de vue économique, mais aussi démographique, des territoires entiers. Ça, c'est en sûr. lien avec ce que vous dites, vous savez que dans plus de la moitié des départements, dans les principales villes moyennes, le premier employeur à peu près partout, c'est l'hôpital. Ouais. Et en revanche, prenez simplement le train à travers l'Allemagne, vous voyez que dans toutes les villes moyennes, il y a d'abord une usine. Ouais. Et donc la désindustrialisation a désenrichi le pays, parce que l'hôpital vit sur argent public, il ne crée pas de la richesse qui peut enrichir le pays et être exporté. Alors, il y a un autre sujet, peut-être par rapport à ce que vous avez dit, qui me paraît intéressant que vous traitiez, c'est on n'a pas de fonds de pension. Comme vous le disiez, passer de la répartition à la capitalisation, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'on arrête
aujourd'hui de payer des retraites pour des gens qui n'ont jamais cotisé, enfin en tout cas nourri un fonds de pension. Donc eux, ils se retrouvent sans rien. Par contre, on a une épargne absolument considérable et que, alors je ne sais pas si je suis le seul, mais moi je considère que et pareil pour l'immobilier d'ailleurs, on a un investissement immobilier qui est absolument considérable, avec une recherche de rente qui est très française d'ailleurs, puisque je pense que l'élite économique... Mais même ça s'est arrêté parce qu'on a tellement fiscalisé l'immobilier que même l'immobilier s'est effondré en France. C'est vrai qu'on a réussi à flinguer l'un des derniers trucs qui fonctionnent. Les deux grands moteurs français, l'industrie et l'immobilier, ont été tués et assassinés par un excès de taxes. Et de réglementation, parce que les trucs écologiques sur le fait de ne plus pouvoir louer un certain nombre de passoires thermiques, même si ça part d'un très bon sentiment, ça c'est évident, mais aujourd'hui ça a retiré des centaines de milliers de... voilà. Donc, si on considère finalement que les retraités actuels, ils ont beaucoup d'épargne, et ils ont en plus un capital immobilier qui est censé soit leur rapporter, soit en tout cas ne pas payer, finalement, on peut considérer aussi qu'ils ont eu ce réflexe. On dit qu'on est des gros épargnants. Mais est-ce qu'on n'est pas des gros épargnants parce qu'on a tous conscience que le système par répartition, il va nous laisser sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'on est tous en train de s'organiser pour dire bon, comment je vais compléter le truc qui va me... Je ne sais même pas si je vais... Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une logique de privatisation et de briques et de broc de la part des Français pour dire moi je consomme pas parce que je ne sais jamais de quoi demain va être fait et on me promet qu'il va y avoir des gens qui cotisent. Alors c'est assez curieux d'ailleurs, moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on vote en se disant je veux partir plus tôt en retraite, on fait des manifs, on répond à des sondages en disant qu'on veut moins travailler, etc. Et d'un autre côté on se dit en fait la conséquence de mes votes ça va être l'effondrement du système, donc je m'organise. Est-ce que ça serait pas plus rationnel de dire je vais plutôt voter pour un système qui va tenir, ce qui fait que j'aurai moins besoin de mettre de l'argent de côté parce que le système va tenir. En fait, ce que vous dites, ça rejoint ce que je pense, c'est-à-dire que la seule façon de s'en sortir quand on est au fond du trou comme nous aujourd'hui, c'est de construire une politique stratégique à laquelle on associe le maximum d'acteurs, notamment y compris les syndicats. Mais l'administration doit jouer un rôle de cuisinier qui fait monter la mayonnaise, mais l'essentiel du travail doit se faire comme pendant la période des 30 Glorieuses, par un travail en commun entre entrepreneurs et représentants des travailleurs. Ceci étant, je reviens sur les questions des retraites. Dans à peu près tous les pays du monde, il y a un transfert des actifs vers les retraités et les deux moyens de transférer des revenus des actifs vers les retraités, c'est soit par un système de répartition où les cotisations que je paye aujourd'hui sont en fait versées directement aux retraités d'aujourd'hui. Et donc les gens disent souvent j'ai cotisé donc j'ai droit. Mais en fait ça c'est un raisonnement en capitalisation, ils se rendent pas compte. En fait vous avez cotisé, mais il y a pas de cassette quelque part où l'argent que vous avez mis aurait fructifié. En fait l'argent que vous avez versé a disparu à mesure que vous le versiez. Et aujourd'hui, quand vous êtes retraité en répartition, ce sont ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent votre retraite. Alors ce régime-là, nous, on tourne aujourd'hui à 14,5 points de PIB de transfert. C'est colossal, c'est au-dessus de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est quoi, par exemple, chez nos voisins ? Dans le reste du monde, les transferts, que ce soit par répartition ou par capitalisation, les transferts de revenus des actifs vers les inactifs, c'est entre 10 et 12 points de PIB, autour de 11 points de PIB. Donc nous sommes 3,5 points à 4 points au-dessus de la moyenne. Et ça ne va pas s'arranger en plus. On est à peu près à 12 points de PIB en Europe et autour de 10 points de PIB dans l'OCDE si on intègre États-Unis, Japon. Donc dans ces pays... États-Unis, Japon, Pays-Bas, la retraite en capitalisation représente autour de 40% des prestations. Partout, c'est de la partout dans tous les pays, y compris aux États-Unis, vous avez de la répartition.
Il faut savoir d'ailleurs qu'aux États-Unis, la moitié de la population retraitée ne vit qu'avec la retraite par répartition fédérale. On parle toujours des fonds de pension aux États-Unis, mais les fonds de pension aux États-Unis ont été constitués essentiellement par les classes moyennes supérieures qui... les 40% ayant les revenus les plus élevés aux États-Unis ont une grande partie de leurs revenus à la retraite qui vient de leurs investissements dans les fonds de pension. Mais même eux, d'ailleurs, touchent une retraite en répartition. C'est une retraite en répartition qui est versée à tout le monde. C'est le même montant. Hein. Et c'est universel. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous avez quelque chose. C'est universel et vous touchez à peu près 1 000 $ par mois. Mais donc 60% de la population ne vit que de ça. C'est pour ça que vous voyez des gens qui travaillent jusqu'à 70, 75 ans. Au Japon également, des gens qui travaillent jusqu'à 80 ans pour compléter, parce qu'ils n'avaient pas pu faire un complément de capitalisation quand ils travaillaient. Donc quand ils sont à la retraite, ils doivent compléter leur retraite en répartition qui est assez limitée par un travail, là où les plus riches complètent cette retraite fédérale par les revenus de leur fonds de capitalisation. Donc à peu près partout dans le monde, si on prend la planète, à peu près partout, en moyenne, en faisant la moyenne de tous les pays du monde, les régimes de retraite sont 2 tiers en répartition, 1 tiers en capitalisation. Nous, en France, avec l'Italie, nous sommes les 2 seuls pays dans lesquels la répartition représente 95 à 97% des transferts. Donc, si on faisait monter la capitalisation, comme je l'évoquais, à d'ici 20 ans, 2 points de prestation sur 14, on reviendrait donc avec 12 au niveau des paiements de répartition des autres pays européens, mais on maintiendrait un très haut niveau de retraite, puisque c'est ce que veulent les Français, avec un complément de capitalisation. Alors, avec d'autres qui réfléchissent sur ça, j'évoquais les fonds de pension de gauche, mais beaucoup disent, oui, mais les fonds de capitalisation, il y a un problème, c'est que tout le monde ne va pas cotiser. Donc, une des propositions que je fais avec quelques autres, c'est que les fonds de capitalisation soient carrément obligatoires. Et je vais même plus loin, j'imagine qu'on crée des fonds de pension par branche. Aujourd'hui, le système économique français est organisé à peu près autour de 200 branches. Donc, je créerai carrément un fonds de pension pour chaque branche. C'est là où les syndicats viendraient pour contribuer à la réflexion de l'utilisation de ces fonds dans le cadre d'un conseil de surveillance qui dirait exactement comme ce que vous disiez tout à l'heure, nous voulons que l'argent, puisqu'on aurait des fonds de pension obligatoires, nous voulons que l'argent de ces fonds de pension aille dans l'industrie productive française. On veut pas de bitcoin, on veut pas d'investissement dans la Lune, on veut la reconstruction des usines sur notre territoire. Et on pourrait imaginer qu'il y ait en plus des fonds de pension privés pour ceux qui veulent aller au-delà de la partie de fonds de pension obligatoires. Donc, ceci, d'ailleurs, ne devrait s'inscrire dans une vision collective où on se dirait, parce que amorcer un début de réindustrialisation, c'est au moins 7 ans de travail. Une vraie réindustrialisation, c'est 15 ans de travail, puisqu'il faut concevoir tous les territoires sur lesquels on va remettre des usines. Pour remettre des usines, il faut à la fois des zones industrielles qui les accueillent. Ces zones industrielles doivent être conçues dans le cadre de la croissance verte du futur. Mais ce qui est nouveau dans la réindustrialisation, c'est qu'il faut concevoir la réindustrialisation simultanément avec les flux logistiques, puisque la logistique aujourd'hui représente à peu près 8% de l'activité industrielle. Dans certains secteurs, c'est plus, c'est entre 6 et 10%. Donc en réalité, réindustrialiser et concevoir des zones industrielles pour réindustrialiser, c'est concevoir simultanément des zones qui accueillent des usines et la logistique. La logistique doit être basée au même endroit que l'industrie. Oui, pour vous, la logistique, c'est vraiment clé. Ah, c'est complètement clé avec la réindustrialisation. Et ceux qui opposent justement logistique et industrie? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, j'irai très loin, logistique et industrie, c'est un métier, c'est un seul métier. Et donc, quand on aborde les choses de cette façon, donc il faut concevoir les routes, les autoroutes et surtout le chemin de fer pour connecter tous
tout le système productif et les territoires que j'appellerais territoires de gilets jaunes, c'est-à-dire les territoires sur lesquels les usines ont fermé dans les 25 dernières années. Et donc, dans cette... À condition d'avoir des ports qui marchent aussi. Ça, voilà, bien sûr. Et on a déjà fait 2 réformes des ports, il faut aller plus loin, bien sûr. Ça va mieux, là? Il y a moins de conflits. Ça va mieux, mais c'est très très loin de la compétitivité qu'on a à Anvers et à Rotterdam. Et c'est dû encore à des problèmes sociaux ou c'est dû à un sous-investissement? Les deux. Alors, c'est dû à un problème institutionnel, puisque les grands ports marchands sont gérés par l'administration, donc il faut casser ça. Il faudrait carrément vendre les grands ports en faisant des appels d'offres mondiaux. Bien sûr, l'État français garderait 35% du capital, mais il faudrait faire venir des grands opérateurs mondiaux qui fassent travailler comme on travaille à Hong Kong, comme on travaille à Shanghai, et ainsi de suite. Donc, c'est une réforme institutionnelle. Il faut finir le travail sur la réorganisation sociale et il faut réinvestir. Dans le cadre de cette réflexion que j'évoquais, logistico-industrielle, il faut inclure évidemment les ports, puisque beaucoup des nouvelles zones industrielles intégreraient les ports. C'est la compétitivité de Rotterdam, c'est que ces ports ont des hinterlands extrêmement puissants, alors que les ports français ont des hinterlands extrêmement pauvres. Donc, même si ça a un peu évolué. Je termine sur ce segment. La France est dans la situation où l'industrie manufacturière est tombée à 9,5% du PIB. La moyenne de l'industrie manufacturière en zone euro est à 14,5%. L'Allemagne est à 18,5%. On oublie toujours la Suisse parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, mais elle a plus de 20%. La Suisse, on croit que c'est juste du chocolat et des montres, mais c'est en fait un pays ultra-industriel. Et donc, quand on regarde ce monde industriel, l'industrie est à 18% du PIB, industrie manufacturière. Donc, nous, on est tombé à 9,5% à cause de ces 25 ans de monstruosité que j'ai évoquées précédemment. Et si on veut reconstruire la France, il faut au moins revenir à la moyenne européenne. Il faut au moins regagner 5 points. Alors tout de suite, les gens commencent, la France commence. Ouh là là, 5 points, vous êtes fous. Vous voulez remonter à 14,5, si on remontait à 11, ce serait déjà bien. On pourrait d'ailleurs viser quelque chose de encore plus ambitieux et de dire je veux revenir à la moyenne des pays très industriels et je veux remonter à 17,5, j'ai besoin de 8 points. Bon. Alors, si vous concevez toute l'organisation du pays pour remonter 8 points, peut-être que vous ferez que 6. Mais ça nous ramènerait à 15 et ça referait de la France un grand pays industriel, conquérant et puissant, puisque comme je l'ai évoqué, 75% des exportations, c'est de l'industrie manufacturière. Et 80% de la R&D, c'est l'industrie manufacturière. Donc si le poids de l'industrie augmentait de moitié, c'est-à-dire si on passait de 9,5 à 15, on se retrouverait dans une situation où on augmenterait de moitié la recherche industrielle, on augmenterait de moitié nos exportations. Donc on a besoin de se réindustrialiser. Alors je termine sur ce point. On a avancé dans les 5 dernières années, notamment les 3 dernières, sur la compréhension des mécanismes de la réindustrialisation. Premier mécanisme que je viens de développer, la réindustrialisation, elle est logistico-manufacturière. Deuxième chose qui est sortie des travaux des 5 dernières années, c'est qu'il faut à peu près 10 000 hectares par point qu'on veut retrouver. Par point de PIB. Donc, si on veut gagner 5 points, il faut 50 000 hectares. Si on veut gagner 7 points, il faut 70 000 hectares. Donc, il faut impérativement d'abord les préparer. Il se trouve que une grande partie de l'intelligentsia française reste marquée massivement par ce sentiment anti-industrie, anti-développement économique. Donc, moi, ce que je propose, je ne proposerai pas ça aux États-Unis, mais ce que je propose en France, c'est la France étant la France, il faut que ce soit l'État qui le fasse. Et donc je propose la constitution d'une agence foncière nationale travaillant avec les agences foncières régionales qui existent déjà, dans le cadre d'une stratégie où on se dote de 70 000 hectares pour réindustrialiser sous 5 ans. Alors on va dire c'est pas possible, c'est faux.
D'abord, il faut faire travailler en 6 mois les industriels logisticiens pour dire où est-ce qu'il faut les mettre. C'est 50 000, 70 000 hectares. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a défini les zones où on souhaite acquérir du terrain pour mettre ces usines, parce qu'elles seraient dans un contexte d'efficacité maximale de la réindustrialisation, une fois qu'on a fait ce travail. Il faut savoir qu'en France, selon les estimations, on a 100 000 à 300 000 hectares de friches. Alors justement, elles ne sont pas toutes à l'endroit où on souhaiterait, mais il est vraisemblable qu'il y a 20 000 à 30 000 hectares de friches, c'est-à-dire 10% des friches existantes, qui sont existantes dans les territoires où on voudrait mettre les nouvelles usines. Mais donc, en tout cas, il faut acheter rapidement ces 50 000 à 70 000 hectares. Pourquoi ? Parce que comme l'écologie reste très idéologique et très puissante, dès que dans une friche, il y a un escargot qu'on ne connaît pas qui est arrivé, la friche n'est plus une friche, ça devient un territoire écologique et on ne peut plus mettre d'activité économique. Donc il est essentiel d'acheter rapidement 70 000 hectares. Il faut les acheter avant les escargots. Voilà, exactement. Il faut les acheter avant les escargots, il faut les nettoyer, il faut les protéger. Hein, on est dans un monde de plus en plus dangereux, donc il faut construire des systèmes de protection de ces zones qui peuvent être des zones allant de 50 à 2000 hectares, hein, selon les objectifs poursuivis. Une fois que vous avez vos 50 000 hectares achetés au bon endroit, nettoyés et protégés, avec les lignes électriques qui arrivent, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez dans une nouvelle zone industrielle, vous demandez un raccordement pour des grandes puissances, RTE peut vous dire dans 2 ans. Grande puissance de courant. De courant. Donc là, mon idée, c'est qu'une fois qu'on a bien cartographié, on sait quelles activités vont venir sur ces territoires, il faut déjà intégrer dans les plans de RTE ces besoins électriques en sorte que, une fois que ces zones sont prêtes, ça va prendre 7 ans peut-être pour avoir 50 000 hectares achetés, nettoyés et protégés. Il faut qu'en même temps, on ait tous les réseaux qui soient prêts, à la fois acheminement d'eau, traitement des déchets et alimentation électrique. Vous voyez que c'est un travail considérable, mais c'est un travail a priori. Si vous faites ce travail et que vous préparez une réindustrialisation de 5 à 7 points de PIB, selon votre ambition, on peut considérer que ça suppose l'emploi d'1 million de travailleurs. Donc 1 million de travailleurs avec les familles, ça suppose à peu près 600 000 logements. Donc, à côté des 50 000 hectares, il faut prévoir 20 000 hectares sur lesquels on va urbaniser en lien avec ces zones industrielles pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui travaillent à 2 heures de l'endroit, qui habitent à 2 heures de l'endroit où ils travaillent. Donc, l'intérêt de ces zones dans lesquelles de lesquelles je parle, l'idée, c'est à la fois de créer des zones industrielles, mais des zones où, en lien avec les communes sur lesquelles elles se situent, vous créez des terrains à urbaniser dans lesquels on fera les logements pour les gens qui vont travailler. C'est-à-dire qu'une usine veut s'implanter sur ce territoire. Déjà, le patron, généralement une multinationale, ou un grand groupe français ou une ETI française, dit j'ai besoin de 80 hectares ou de 60 hectares. Ça va entraîner autant d'emplois. Il faut donc à la fois concevoir les logements qui vont permettre de loger les travailleurs. Vous savez qu'actuellement, il y a des plans ambitieux sur Dunkerque de développement industriel et de développement de zones économiques. Et un des grands problèmes qui se posent là-bas, c'est l'urbain et le développement de logements. Donc tout ça doit être planifié. Voilà. Donc ça, c'est la phase de planification. Donc ça veut dire que vous avez enfin trouvé une utilité au commissariat au plan. Alors, mais pas l'actuel commissariat, qui est juste une gentille maison de réflexion qui produit du papier. Là, je vous parle d'une agence nationale de réindustrialisation qui travaille non pas avec des fonctionnaires, mais avec des industriels, avec des... Comme les Mesmer, les machins ont fait une époque. Voilà, exactement. J'évoquais ces agents
France. Pour une fois que vous avez déterminé avec les industriels et les logisticiens où on met, où on achète ces hectares, avec les zones industrielles qui sont conçues, et il faut travailler donc il faut créer des agences dépendantes de l'agence nationale pour chacun de ces territoires, dans lesquels, je reprends le schéma de tout à l'heure, vous avez 60% d'industriels et de logisticiens et vous mettez 30% d'élus locaux. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Une fois que tout le travail de planification nationale a été fait et qu'on sait qu'il va y avoir les lignes d'alimentation, ainsi de suite, il faut travailler avec les élus locaux sur tout l'aspect urbanisme, transport, route, ainsi de suite. Alors, pourquoi je fais ce travail de cette façon dans le cadre d'une planification nationale? C'est que j'ai été marqué, comme beaucoup d'autres, par ce qui s'est passé à Rouen, où l'usine Le Duf, 500 personnes, toutes les autorisations avaient été données et elle n'a pas pu se créer à cause d'une opposition locale sur les terrains où l'usine... C'était pas à Rouen, ça, je crois que c'était en Bretagne, non? Rennes. À Rennes, oui. Ouais. Donc, parce qu'il me semble que la Normandie a réussi à la fin à récupérer un petit bout du projet. Ah ben peut-être. Ouais. Alors c'est d'autant plus monstrueux que 80% de la production de cette usine de Rennes devait partir à l'export. Dans un pays qui a des problèmes d'export. Bon, passons. Donc c'était à Falaise. Voilà, il y a une partie de ce projet qui est partie à Falaise, mais pas l'intégralité. Le reste est parti à l'étranger. Voilà. C'est monstrueux. Dans un pays où il y a encore 3 millions de chômeurs, où il y a une pauvreté galopante, où il y a une insatisfaction en termes de pouvoir d'achat, il faut bien mettre dans la tête des Français que pouvoir d'achat, ça veut dire réindustrialisation. Il n'y aura pas de pouvoir d'achat autrement que par la réindustrialisation. Pour chaque nouvel emploi industriel, vous avez 1,5 emploi de service qui est créé. Vous enrichissez les territoires enrichis, les commerçants vont mieux, les médecins vont mieux. Les écoles ne ferment plus. Tout le monde va mieux, y compris les agriculteurs qui ont des débouchés locaux. On peut imaginer même de multiplier les filières d'approvisionnement des villes directement de la part des producteurs qui sont autour sur le plan de la production agroalimentaire. Donc, dans cette vision, il faut également intégrer, bien sûr, j'évoquais les industriels. Vous savez j'évoque juste cet exemple puisqu'on parlait de Le Duf, nous avons un effondrement de la filière industrielle en France. L'essentiel des entreprises de la filière agroalimentaire sont aujourd'hui avec des usines qui n'ont pas été modernisées. On a un outil industriel de transformation de la production agricole qui est très vieux, dans lequel il faut réinvestir. Souvent, il faut créer de nouvelles usines. Et donc, tout cela serait planifié dans le travail que j'évoque. Et une fois que vous avez lancé cette mécanique, ça peut aller très vite parce que j'évoquais 50 000 à 70 000 hectares, selon que vous voulez 5 points ou 7 points de plus d'industrie. Mais si vous mettez la pression, au bout de 18 mois, vous avez déjà 10 000 hectares. Au bout de 3 ans, vous avez déjà 30 ou 40 000 hectares. Au bout de 7 à 8 ans, vous pouvez très bien avoir la totalité de ces terrains. Et j'illustre cette stratégie par un cas réel. Quand Elon Musk, il y a 7-8 ans, a voulu construire l'usine de Tesla qui est finalement allée s'installer à Berlin. C'était où? C'était à côté de Melun, je crois, non? Il avait un projet même de le mettre dans le nord. Il était même prêt à aller vers Thionville ou dans la région de Lille. Bon, très bien. Et il avait besoin d'un terrain. Et un terrain prêt à ce qu'on accueille la création de son usine. Et Xavier Bertrand, qui est le président de la région du Nord, était prêt à l'accueillir. Et Musk, lui a dit « Mais combien de temps il faut pour acquérir le terrain? Voilà les autorisations. » Alors, il faut savoir qu'en France, en moyenne, quand vous voulez acquérir un terrain significatif pour industrialiser, c'est au moins 2 ans. Hein, pour acquérir le terrain et avoir toutes les autorisations pour démarrer la construction.
Et Xavier Bertrand s'était engagé, il voulait absolument cette usine. Il avait dit, écoutez, j'assure que vous aurez tout en 6 mois. Et Elon Musk, qui avait des gens qui couraient à travers l'Europe pour trouver un terrain qui allait bien, il est allé à Berlin, on lui a dit 3 semaines. Et c'est pour ça qu'il est allé à Berlin. Alors au passage, les Allemands ont monté, puisque 7 ans après la fin de la construction de l'usine, il n'a toujours pas les autorisations. Et il a construit toute son usine et il assure la production à partir d'autorisations qui sont toujours provisoires. Bon. Donc l'intérêt de la stratégie que j'évoque, c'est que demain, on veut construire l'équivalent de ce que Elon Musk voulait construire dans le nord de la France. Ben, vous arrivez, vous lui montrez tous les terrains qui sont déterminés pour accueillir les entreprises. Sur les 50 000 hectares, vous pouvez anticiper qu'il y ait 5 000 hectares en Céveso, hein, et que le reste soit pour accueillir des entreprises classiques. Lui, c'est une entreprise classique. Il a 45-50 000 hectares sous ses yeux. Il trouve tout de suite chaussures à 100 pieds, puisque ça a été conçu en lien avec la logistique. Il détermine que tel terrain de 50 hectares lui convient. Il dit, mais quand est-ce que je peux l'avoir ? Ben, monsieur, cet après-midi, si vous voulez, on signe. Ouais. Et vous avez changé toute la construction et la démarche pour réindustrialiser le pays. Très clair. 2 questions avant qu'on conclue, exactement, parce que... Exactement. Une question peut-être un peu plus technique et resserrée. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'assurance vie en ce moment là, on a annoncé des choses un peu inquiétantes pour les épargnants. Et deuxièmement, toujours sur l'assurance vie, est-ce que les décrets d'application de la loi Industrie verte qui prévoyait de flécher une partie des sommes qui sont dans l'assurance vie vers l'économie réelle et vers l'industrie, est-ce que c'est sorti ? Ou est-ce que ça traîne toujours ? Bref, est-ce que ce magot-là, on va réussir à en faire quelque chose avant que l'État mette la main dessus pour payer sa roulette, ces jeux d'argent exactement classiques. Et ensuite, là, vous nous avez décrit une stratégie très huilée, très, très construite, très pensée. Qu'est-ce qui a manqué au gouvernement Macron 1 et 2, qui était quand même très volontariste, en tout cas sur les annonces et sur même sur l'argent public. Il y a eu pas mal d'argent public qui a été lancé là-dessus pour qu'on n'y arrive pas rapidement. J'allais dire, est-ce qu'il y a des éléments de conception, d'approche stratégique qui n'allaient pas ? Exactement, c'est-à-dire que d'abord, Emmanuel Macron s'est élu en 2017, s'est largement réveillé en 2020 au moment du Covid, quand on a vu qu'on n'avait ni masque, ni blouse, ni les produits pharmaceutiques nécessaires pour soigner les malades. Et on a fait le tour du monde pour essayer d'acquérir des produits, je ne parle même pas des vaccins, où on a été en retard sur la production de vaccins. Donc Emmanuel Macron s'est réveillé à partir de 2020, si ce n'est qu'il a mis plus d'1 an pour essayer de clarifier ses objectifs. Il a fait voter un certain nombre de textes en 22-23 et il y a eu une note récapitulative sortie par Bercy qui a dit, qui a crié victoire en disant voilà, on a réussi à déclencher 2000 hectares. Permettant d'accueillir des entreprises un peu dans la démarche que j'évoque ici. 2000 hectares, c'est une farce. Si on veut réindustrialiser, il faut partir sur 50 000 hectares minimum. Il faut partir sur 20 000 hectares minimum pour accueillir tous les services autour de ces zones. Donc Macron n'a jamais planifié un truc comme ça. Il n'a jamais ni conçu, ni planifié, ni ses équipes. Parce que Emmanuel Macron, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est un énarque qui en plus pense qu'il est détenteur de la vérité. Il est entouré d'un tout petit nombre de personnes. D'après les évaluations, il a essentiellement travaillé avec 7 personnes, hein, donc qui essentiellement avaient la même formation que lui. Or,
ce que j'évoque ici, c'est 7 ans pour les terrains, 15 ans pour réindustrialiser. Ça n'intéresse pas les hommes politiques. Ça ne peut être qu'un travail national. C'est-à-dire qu'il faut que gauche et droite s'entendent pour créer ces agences qu'on laisse travailler sur la durée avec des fonds relativement limités. D'ailleurs, vous donnez 2 milliards par an à cette agence et elle vous produit ce que j'évoque. Donc, on peut même imaginer que... Alors, ces terrains, d'ailleurs, une fois qu'ils sont équipés, comme je l'évoque, prêts à être utilisés, vous les vendez, bien sûr. Oui, donc ça rapporte de l'argent. Parce que vous achetez les champs de patates, vous revendez des zones prêtes à être construites. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un point qui est crucial. Donc, il n'y a pas eu cette démarche-là, mais la droite non plus. Parce que fiscalement, il y avait quand même une compréhension des choses, mais ça s'est arrêté là, quoi. Voilà. Alors, il y a bien eu un plan de France 2030, mais on a beaucoup fléché ces sommes sur des technologies comme les batteries, donc technologies du futur. Mais l'appareil de production classique dans la mécanique, le plastique, tous les secteurs, production automobile et ainsi de suite. La production automobile française s'est totalement effondrée. La France produisait 3 millions de voitures en 2000, on est tombé à 1 million aujourd'hui. Donc tout un ensemble de secteurs industriels se sont totalement effondrés. Et la reconstruction de ces secteurs industriels, c'est le travail que j'évoquais. Mais d'abord, il faut être passionné d'économie industrielle et de stratégie pour vouloir faire ce que j'ai évoqué pendant toute cette émission. Ça, comme je l'ai évoqué, compte tenu du changement de nature des élites dirigeantes, ça n'intéresse en réalité que très peu de monde. Et en plus, il faut une volonté farouche de mise en œuvre pendant 15 ans. Et ça ne peut se faire que dans le même esprit que celui qui dominait la réindustrialisation de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et puis il n'y a pas eu de compréhension aussi de logique de filière. Voilà, la réindustrialisation, c'est faire tout le travail que j'évoque, et c'est faire un travail de reconstitution de filières complètes. Par exemple, si on veut reconstruire une industrie pharmaceutique compétitive, il faut par exemple dédier sur ces 50 000 hectares un certain nombre de centaines d'hectares pour y installer des usines qui fabriquent les ingrédients. Vous savez que aujourd'hui, l'industrie du médicament travaille avec des bases, ce qu'on appelle des bases, qui sont importées à hauteur de 80% de l'extérieur de la France, dont 60% viennent de Chine et d'Inde. Donc en termes de souveraineté pharmaceutique, c'est totalement taré. Mais pour installer des usines qui fabriqueraient à nouveau ces bases en Europe, il faut des terrains. L'assurance vie. Alors l'assurance vie est déjà investie à travers les fonds en euros dans essentiellement la dette publique française. Essentiellement à combien de pourcents ? L'assurance vie sur les un peu plus de 1800 milliards d'euros d'assurance vie doit détenir un bon tiers de la dette publique française, qui est de 3500 milliards. Donc l'assurance vie est un conduit de financement absolument majeur de la dépense publique, alors que ça serait plutôt souhaitable que l'assurance vie finance la réindustrialisation. Donc il est clair qu'une stratégie de réindustrialisation doit s'inscrire dans une vision globale où on réduit rapidement le déficit public pour avoir moins besoin de tirer sur l'épargne des Français pour financer ce déficit public et la dette publique, et pour pouvoir rediriger l'épargne des Français à travers les fonds de pension que j'ai évoqués précédemment vers la reconstruction de nos ETI, de nos grosses PME. Donc c'est vraiment une vision globale avec un circuit complet à la fois stratégique et d'orientation de l'épargne. Il faut que l'épargne, au moins à hauteur d'un tiers, serve à financer la réindustrialisation. Et oui, on en est à quoi sur l'assurance vie ? Parce qu'il y avait eu des projets avec la loi Industrie verte. Oui, mais c'est très peu. L'assurance vie, on a développé, en dehors des fonds en euros, on a développé les investissements en actions. Mais ça c'est sorti, ça. Oui, c'est déjà le cas depuis une dizaine d'années, mais les investissements en actions se font essentiellement dans des actions de sociétés existantes.
Donc ça ne finance pas un renouveau industriel. Donc il faudrait, de mon point de vue, réformer le PEA, tripler les plafonds et exiger que la moitié ou les 2/3 des fonds de PEA soient investis en actions d'ETI ou... Donc c'est du private equity qui arrive voilà. là-dessus. Donc je créerai d'ailleurs volontiers une catégorie de super ETI, puisque les ETI actuellement vont jusqu'à 5000 personnes et 1,5 milliard de chiffre d'affaires de mémoire. Je créerai une catégorie de super ETI qui vont jusqu'à 7 ou 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont au moins la moitié est sur le territoire français. Et je ferai en sorte que l'essentiel de l'assurance vie finance mes grosses PME, ETI et super ETI, de telle sorte qu'on réindustrialise notre pays. Et donc là, il n'y a aucun des décrets d'application de la loi Industrie verte qui fléchait donc une partie, enfin qui envisageait... Il y a eu quelques décrets, mais la montagne a accouché d'une souris. Donc on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur nécessaires. Si on veut réindustrialiser le pays, il faudrait assez rapidement que le pays investisse 60 milliards par an, mais les 2/3 des fonds viendraient du secteur privé. D'accord. Et là, on est à quoi sur l'assurance vie? Vous savez pas. Ah ben, l'assurance vie... Enfin, je veux dire, sur ce qui est investi dans le... Oh, c'est quelques milliards. En stock. Donc là, on parle de 60 milliards en flux. Donc l'assurance vie, dans la vision que je développe, à terme, financerait directement ou indirectement en investissant en fonds propres des ETI ou en achetant des actions d'ETI qui créent des actions nouvelles. Il faudrait que l'assurance vie finance le tiers des 60 milliards que j'évoque. Donc la réindustrialisation, c'est un projet national, c'est un projet stratégique qui exige de mettre tous les acteurs ensemble en ayant une puissance publique comme moteur de la transformation. Mais les acteurs, ce n'est pas des fonctionnaires de Bercy ou d'ailleurs, ça doit être les industriels, ça doit être les entrepreneurs, ça doit être les syndicats des entreprises industrielles et ça doit être les collectivités locales qui sont rassemblées ensemble et poussées par les régions et l'État à travailler ensemble pour mettre en œuvre la stratégie que j'ai développée aujourd'hui. Christian Saint-Etienne, merci. Je vous en prie. Bon.